Et voilà, on est en live, Benjamin. Quel bonheur de nouveau. Comment vas-tu? Ouais, Comment vas-tu super dans cette bien, merci. période mouvementée? Oui, 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 c'était chaud. J'ai le cœur qui bat depuis quelques jours, mais d'un mal, on va en tirer un bien, c'est certain. Exact. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ah oui, là, il faut être résilient, oui. Excellent. Et alors, toi qui es spécialiste DeFi, je pense que tu as des choses à dire au sujet de la décentralisation qui est dans la partie DE de la DeFi. Parce que ce Ouais. qu'on est en train de vivre, c'est vrai que ça montre un manque de décentralisation et un manque de transparence surtout. Oui, en fait, on est rattrapé. Bah, tu sais, dans la DeFi, déjà, ça fait longtemps qu'on est tout le temps attrapé par les hacks successifs qu'il y a eu beaucoup sur les smart contracts, qui sont la pierre angulaire de la finance décentralisée. C'est dans les smart contracts qu'on va placer des tokens pour faire de l'emprunt, pour faire du prêt, pour faire du stacking, pour faire des pools, pour amener de la liquidité. Et parfois, ces contrats sont mal codés. C'est pour ça qu'ils sont parfois pas audités. D'ailleurs, donc méfiez-vous des smart contracts qui sont pas audités. Et maintenant, la tornade, la tempête arrive sur la finance centralisée. Et ce qu'on appelle la CeFi, la Centralized Finance, c'est typiquement ce que font FTX, par exemple, Binance ou un peu Kraken, mais tous ces échanges centralisés qui appartiennent à une entreprise, à un patron. Et là, on voit que le patron de FTX, il s'est pris pour Steve Jobs et Bill Gates réunis. Et il s'est dit, je suis tout puissant, un peu comme Do Kwon, le fameux fondateur de Terra, avec son Terra Luna, etc. On n'y revient pas, mais c'est un petit peu la suite de ça quand même. Hein. C'est la faillite d'un système centralisé qui fait n'importe quoi. Et ça fait penser aux banques en 2008, ça fait penser à plein de choses. Et aux banques Et, maintenant? et quoi maintenant? Les banques maintenant? Ouais, les banques maintenant aussi. Ouais. Ouais. Donc, il y a deux choses d'intéressantes. Donc, il y a ça qui est intéressant. Il y a aussi quand même le réflexe de Binance de proposer depuis hier ce qu'ils appellent, tu sais, une preuve de réserve, un peu comme font certaines très grosses banques, en prouvant la liquidité qu'ils ont dans leur coffre, suivant l'arbre de Merkel. L'arbre de Merkel, c'est une technologie cryptographique qui fait que eux vont pouvoir prouver sur la blockchain qu'ils possèdent vraiment les réserves de tokens qu'ils prétendent avoir. Oui, Donc, après, il y a encore la qualité de l'auditeur qui va certifier. ouais. Il faut vraiment que tout ça se professionnalise de manière plus sérieuse. Mais Ouais. le de la finance décentralisée, de la DeFi, c'est quand il y a même pas besoin d'auditeur, il y a même pas besoin de quelqu'un qui vient vérifier parce que c'est sur un compte crypto dans la blockchain qu'on peut regarder. Ouais, alors le premier pas de la DeFi, le premier pas de la décentralisation, c'est de retirer ces crypto-monnaies des échanges, des plateformes d'échange. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est aussi le discours de Ledger, le fameux, le cold wallet le plus connu, c'est-à-dire cette Ouais. petite clé. Alors, ça ressemble à une clé USB, mais à chaque fois que j'explique, comprenez bien, ce n'est pas une clé USB, c'est un concentré de très haute technologie. Et dans ce petit device qu'on a fait par l'entreprise Ledger, on peut installer sa clé privée pour toutes les crypto-monnaies qu'on possède. Et donc, on peut vraiment être seul détenteur, seul possesseur de ces clés qui permettent d'accéder au coffre personnel qu'on a sur la blockchain. Et on n'est plus dépendant d'un exchange. Et tu as vu que toi et moi, on a un compte chez Kraken. Tu as vu qu'hier, pendant une douzaine d'heures, sur Kraken, on ne pouvait plus retirer ses cryptos. Alors, c'est non pas que Kraken avait des problèmes de liquidité, c'est juste qu'il y a eu un vent de panique et ils se sont dit, bon, on va calmer le jeu pour l'instant, mais bon, tout a été réouvert depuis ce matin. Mais vous Mmh. voyez comme l'exchange, la plateforme centralisée peut à tout moment vous dire non, vous n'accéderez pas à vos cryptos. Non, elles ne sont pas encore à vous ou pas complètement à vous. Ouais, on a crypto.com qui a suspendu tous les retraits vers, la blockchain Solana et toutes les cryptos Solana, alors que les retraits sont toujours ouverts vers d'autres, blockchains parce que, elle est considérée instable maintenant Solana. Oui, parce qu'elle dépend beaucoup de Alameda et de FTX, enfin de toute cette cascade, cette dégringolade de dominos. En fait, c'est vraiment la théorie des dominos. Hein. Tout le monde se tient par la barbichette, et quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et, Absolument. et surtout, ces exchanges, FTX, faut pas oublier, FTX, c'est 2019. C'est une toute jeune entreprise qui a connu une croissance beaucoup trop rapide, beaucoup trop forte. Tout ça est complètement délirant. C'est comme Terra Luna.
Ça n'avait pas de sens en 12 mois de représenter, d'être à la tête d'une entreprise qui représente des dizaines de milliards de dollars. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment évidemment que ça allait s'écrouler, c'est évident. Et quand on regarde Binance et Kraken, ce sont des plateformes qui sont nées en 2013, je crois, pour Kraken. 2014. Kraken est très, très solide. Et ils ont un département sécurité qui est vraiment mais imbattable. Moi, je reçois régulièrement des emails, parce que j'ai un compte pro et on reçoit des emails supplémentaires qui sont pour les gros comptes. Et ben, vraiment, ils ont des trucs, mais absolument fantastiques. Ouais. Ouais, et ils sont très solides, Kraken. Ils ont des audits de sécurité où, alors eux, j'ai même vu un reportage, donc ils ont vraiment des coffres sous la terre dans des bunkers. Ils ont vraiment des disques durs en fait. Hein. Les coffres digitaux, c'est des disques durs, mais des disques durs dans des bunkers accessibles avec multiples portes blindées, avec de la biométrie, avec etc. C'est assez amusant parce que on est dans un monde digital, numérique, mais on a besoin quand même du physique. On a besoin de stocker. Ben, les disques durs, c'est physique, hein, de toute façon. C'est comme quand on a reçu Michel Onfray qui nous dit mais les gens disent le cloud, comme si c'était dans le nuage. Mais il n'y a rien dans le nuage. En fait, tout est dans des serveurs en Californie. Pareil, dans des salles blanches. En fait, c'est ça ce qu'on appelle le cloud. Hein, donc oui, effectivement. Alors, moi, je trouve que sur les échanges centralisés, tu disais c'est un peu la fin de ça. Je commence à lire des tweets en disant c'est la fin des échanges centralisés. Je ne le crois pas, pour une seule raison, c'est qu'à un moment donné, pour acheter de la crypto, il faut envoyer des euros, il faut envoyer de l'argent fiat. Or, qui traite l'argent fiat, ce sera toujours des gens centralisés, soit des actions, soit des banques. Il y a des solutions. Par exemple, le Bridge Wallet de mon pèlerin. Aussi des solutions avec Swissborg. Là, je parle de celles qui sont proches de chez moi en Suisse. Il y a moyen maintenant de se passer des banques. Tu peux même ouvrir une entreprise qui fonctionne sans banque. Alors, j'ai reçu un message de Swissborg, le patron de Swissborg aujourd'hui, tu as dû le recevoir, a écrit à tout le monde, rassurez-vous Swissborg, nous on est propre, on a les réserves, etc. Mais Swissborg, c'est centralisé. Ça appartient à une entreprise. Alors, ça pourrait se transformer en DAO, ça c'est vrai, tu as raison. Progressivement, même on pourrait imaginer Binance ou des grands exchanges devenir des DAO, c'est-à-dire des Decentralized Autonomous Organizations, comme le sont les protocoles DeFi d'ailleurs. Et à ce moment-là, quand c'est en DAO, c'est plus le patron qui décide. C'est plus CZ, le grand patron charismatique, emblématique. Enfin, charismatique, non, il n'a pas beaucoup de charisme, mais il est emblématique de Binance. Alors, si aussi il fait une DAO et qu'il y a, mettons, des milliers de gens, donc moi, toi et moi, par exemple, on pourrait être membre de cette DAO. Et à ce moment-là, on dit à Binance, attendez, avant de faire quelque chose, vous nous consultez, nous les utilisateurs. Alors là, oui, ça pourrait être un échange centralisé, mais décentralisé. Enfin, mais à un moment donné, l'argent fiat, il doit bien arriver quelque part. Et pour amener de l'argent fiat quelque part, il faut un agrément auprès des États. Et pour avoir un agrément d'État, il faut une structure juridique avec un patron, etc. etc. Et ça, on n'y coupera pas. Et à un moment donné, ta crypto, quand tu veux retrouver des euros parce que tu as besoin d'acheter une voiture, et qu'à un moment donné, il te faut des euros, tu dois passer par un échange centralisé qui, lui, peut t'envoyer des euros sur ton compte bancaire. Donc, moi, je pense que le jeu, ça va être les deux. C'est ce que j'explique. Moi, je pense que c'est ce qu'on explique. C'est il faut identifier un bon échange centralisé, une bonne plateforme qui vous convient, avec qui les échanges avec votre banque, euro in, euro out, comme on dit on-ramp et off-ramp, avec qui ça se passe bien. Parce que j'ai des apprenants aussi qui me disent, moi, j'achète ma crypto en Visa parce que je veux pas que ma banque normale, genre BNP, Crédit Agricole, etc. Je veux pas que ma banque sache que j'envoie de l'argent à un exchange. Mais je leur dis, mais ça, c'est une solution ultra temporaire. Ça, c'est pas fiable dans le temps. Il vaut mieux que la banque comprenne que vous avez de la crypto. D'ailleurs, il vaut mieux se fiscaliser aussi par rapport aux impôts en crypto. Je veux dire, il vaut mieux rentrer dans un système légal et organisé. C'est ce que je pense. Tout ça, ça viendra petit à petit. Ouais. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure en live sur la chaîne d'Agathe. Au début, les voitures devaient rouler sur des routes pavées qui étaient prévues pour les chevaux. Donc, on est dans une situation un peu hybride qui n'est pas optimale et puis on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a sous la main. Ouais. Donc, pour revenir à la décentralisation, ouais. Par exemple, avec Encore, qui donnait 20%, le système Terra, il y avait quand même une partie décentralisée. On voyait dans quel portefeuille Encore prenait les fonds pour les envoyer, pour donner des intérêts aux gens qui plaçaient de l'argent chez eux. Et
on savait que ce portefeuille n'était pas rempli de manière naturelle. Les fees, etc., les fonctionnalités ne permettaient pas de le remplir. Il fallait vraiment rajouter de l'argent artificiellement. Et en fait, on savait que c'était, entre guillemets, un Ponzi, dans le sens que c'était les nouveaux entrants qui payaient les anciens. Et on savait que c'était une période temporaire, que ça ne pourrait pas durer comme ça. Et donc, il y avait un risque supérieur pour encore, et donc Terra Luna, c'était le principal attrait. Hein. OK, maintenant, avec FTX, on ne savait pas. On voyait FTX qui dépensait beaucoup d'argent, qui recrutait du monde. On avait confiance, on croyait qu'ils avaient encore plein d'argent dans les caisses. Ouais. Mais en vérité, comme ça n'est pas transparent, ça n'est pas décentralisé, on ne pouvait pas voir leur portefeuille. Donc, c'était encore plus opaque que ce que je viens d'exprimer avec Encore. Ouais. Eh bien, on s'est retrouvé dans une situation où ils ont fait comme les banques commerciales. Ils ont créé une monnaie, FTX, FTT. Ils l'ont utilisé. Alors, ils ont vraiment créé une plateforme de qualité. Hein. Les traders, ils apprécient les fonctionnalités de la plateforme FTX. Et l'usage de leur token et leur crypto faisait du sens. Réduire les frais de transaction principalement. Et ils en ont imprimé beaucoup, ils en possédaient beaucoup. Et ils ont utilisé ça dans leur VC entreprise, donc Venture Capital, Capital Risk Alameda, pour avoir un capital qui leur servait à emprunter. Donc, ils utilisaient des FTT comme collatéral pour emprunter. Des FTT qu'ils avaient imprimés à partir de rien. Ça ne te fait pas penser à ce que fait actuellement les gouvernements, ce que font actuellement les gouvernements avec l'argent papier, quoi, je veux dire, avec l'argent fiat. Oui, d'ailleurs, tu as raison, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'adore cette belle expression qui dit que FTX, il y avait un beau projet industriel, qui est cette plateforme que moi j'ai essayé, où j'ai fait du trading aussi sur FTX, qui était une belle plateforme, performante, établie, conçue par des gens qui connaissaient bien le métier. Mais le problème, c'est comme les États. L'État français, l'État suisse fait la plupart du temps un bon travail. Il y a des profs, il y a des écoles, il y a des administrations, il y a la poste, il y a des mairies, etc. Tout ça, l'État fait un bon travail. Mais derrière, pour financer tout ça, le travail n'est pas bon. La méthode est mauvaise. Et tu as raison, les États, aujourd'hui, c'est comme du Ponzi, quoi. En fait, ils impriment de l'argent parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs engagements et la réalité. La réalité, c'est que les politiques doivent développer l'éducation, développer les usines, les entreprises, développer le business, en fait, et l'éducation surtout. Et comme ils ne font pas ça, eh ben, ils empruntent pour à chaque fois faire de plus en plus de projets hasardeux, de projets qui vont surtout, en fait, donner de l'argent aux gens, donner de l'argent gratuitement. C'est ce qu'on a vu dans le Covid, d'envoyer des chèques aux États-Unis. Il y a le fameux chèque de 1 000 $. Donc, tous les Américains ont reçu 1 000 $. Nous, en Belgique, on a reçu aussi à peu près 1 200 € pour tous les gens qui étaient touchés par les confinements. Mais le problème, c'est que c'était fait à l'aveugle. Et beaucoup de gens en ont profité alors que ça ne leur servait pas du tout. Alors qu'au lieu de ça, il aurait mieux fallu, par exemple, qu'ils nous forment, que l'État dise, puisque vous êtes confinés, à ce moment-là, en vidéo, on va faire une grande promotion de formation en vidéo. J'en sais rien, il y avait 1000 choses à faire. Mais pas envoyer bêtement de l'argent, quoi. Alors pour des gens qui en ont vraiment besoin, bien sûr, mais il y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément besoin d'argent, qui avaient plutôt besoin de réassurance et de formation, en disant profitez-en pour peut-être élargir votre scope, etc. Bon, là, on dérive, hein, on n'est plus du tout dans la. Ouais, il faut qu'on revienne à la finance décentralisée. On revient. Donc, on parlait des clés. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est avec la panique, les gens enlèvent leurs cryptos des échanges centralisés, des plateformes, et les mettent sur des clés privées, donc soit cold wallet, donc par exemple une clé Ledger, donc qui est détachée d'Internet, qui est dans un petit outil, soit MetaMask, enfin ce qu'on appelle des hot wallets, donc des wallets logiciels, mais qui sont, disons, qui sont souples d'utilisation, mais qui sont connectés à l'Internet. Donc, il y a un point of failure. Absolument. Et l'argent est en train de sortir des exchanges à toute vitesse. Par exemple, là, je mets USDC, mettons, l'USDC, tout le monde a confiance dans l'USDC, il est très, très bien régulé. Et maintenant, je mets exchange, balance. Voilà, sur Glassnode. Oh, punaise. Alors, je vais afficher ça, vous allez voir, puisqu'on en parle. On peut peut-être ouvrir une parenthèse, c'est intéressant que tu parles de Circle. On peut peut-être dire que l'USDT, c'est une entreprise qu'il y a derrière, qui s'appelle Tether. Derrière l'USDC, il y a une entreprise qui s'appelle Circle. Et derrière, dans ces entreprises-là, il y a du management, il y a des coffres avec à chaque fois des dollars qui sont verrouillés dans des coffres. Il y a aussi des bons du trésor. Il y a aussi différents types d'actifs. Et ces entreprises sont auditées. Dieu sait si Tether est tout le temps mis sur la sellette
pour être bien sûr qu'ils ont le nombre de dollars qu'ils prétendent avoir. Absolument. Donc là, je vais afficher, alors partager, voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais. Donc ici sur, Glassnode, on voit la quantité de USDC, donc stablecoin, qui, sont actuellement disponibles sur les exchanges. Alors évidemment, ça a beaucoup chuté, lorsqu'il y a eu la chute du mois de mai, hein, naturellement. Et puis ensuite, on a de nouveau eu une énorme chute, en août, hein, la quantité d'USDC qui est sur les exchanges. Et là maintenant, c'est vraiment, waouh, vraiment en train de chuter encore plus. Ça veut dire que ceux qui sont encore là pendant cette période de bear market sont des gens qui sont beaucoup plus professionnels et qui sont capables de gérer leurs clés privées. Et ça veut dire que tout le monde a peur. Ouais. Alors, tant que je suis sur Glassnode, je peux. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Je crois que c'est ça. Voilà. Ça, c'est la quantité de stablecoin qui existe et non pas celle qui est sur les exchanges, celle qui existe. Alors, j'ai additionné USDT, USDC, BUSD et le DAI. Donc, la quantité de stablecoin qui est en existence. Pour créer des stablecoins, en théorie, s'ils respectent les règles, ils doivent recevoir des dollars, ou dans le cas du DAI, ça peut être aussi des Ethereum, ils doivent recevoir des dollars et en échange, ils créent la même quantité de USDT, USDC, BUSD ou DAI, selon quelle entreprise le fait. Tu as cité Tether et Circle, je voudrais citer aussi Paxos qui produit le BUSD pour Binance en marque blanche. Et Paxos a aussi le Pax Gold, PAXG, pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui peut servir comme stablecoin aussi, mais qui est backé sur l'or. Chaque PAXG vaut une once d'or. Voilà. Donc, Pax Gold, on peut même, si on veut récupérer son or physique à Londres. Ouais, juste. Alors, j'ai été vérifier. Il faut donner 430 PAXG en échange, et parce que c'est des grosses barres en fait. Les barres, ouais. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit peu moins d'1 million de dollars en fait. Ah oui, d'accord. Je ne sais plus, 700 000, un truc comme ça, ou 800 000, je ne sais plus très bien. Mais pour une pointe de bulle, c'est tout à fait intéressant. Mais en attendant, je pense que parce que le prix de l'or est sous-évalué en ce moment. Il est maintenu artificiellement bas parce que les banques commerciales ont imprimé beaucoup d'or papier. Beaucoup plus d'or papier que ce qu'elles font d'habitude et beaucoup plus que ce qui existe réellement comme or physique. Donc, elles maintiennent le prix de l'or artificiellement bas. Donc, moi, je recommande autour de moi d'acheter plutôt de l'or physique à ceux qui souhaitent acheter de l'or. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que là, on a eu des chutes à différents moments qui correspondaient à des vrais moments de panique, hein. Vous voyez là, la chute, la monstre chute Lunatera, elle a eu lieu le 12 mai aux États-Unis et dans la nuit du 12 au 13 en Europe. Et juste après, eh ben, il y a eu une monstre chute, mais dans les heures qui ont suivi, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont dit « Ah, je vous renvoie au stablecoin, redonnez-moi mes vrais dollars ». Tout le monde a eu peur et s'est réfugié sur le dollar. Ça a fait pareil à plusieurs reprises. Mais là, c'est en train de remonter. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ceux qui font ces transactions pour acheter des stablecoins sont des gens qui généralement sont des gros comptes. Tu vas pas contacter l'entreprise qui crée les stablecoins pour créer 10 dollars de stablecoin, tu vois, c'est des gros comptes. Et donc, là, ça a remonté. Ça a l'air tout petit, mais si tu fais un zoom, c'est quand même, on est quand même passé 239 à ce ouais, on a créé en 5 jours, on a créé du genre 2 milliards de dollars de stablecoin, hein. Donc, voilà, c'est pas rien. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Regardez. Regardez la courbe jaune ici. Ce sont les plus gros comptes chez Glassnode. Donc, c'est là, je suis en tier 2 hein, sur Glassnode. C'est ceux qui ont au moins 10 000 bitcoins. Donc, vous multipliez 10 000 par le prix actuel du bitcoin. Donc, ça vous fait quelques millions. Et donc, minimum par wallet. Donc, ceux-là, quel est leur comportement? On peut voir qu'ils vendent pendant les montées des bull market. Ils vendent trop peu. Attends, je vais venir sur une période plus récente parce que ça s'est beaucoup plus professionnalisé, tu vois. Typiquement là, on voit qu'ils ont vendu depuis novembre 2020 jusqu'à avril 2021, hein, cette belle descente qu'on voit ici. Ils ont vendu tout au long de la montée. Ils ont besoin d'avoir beaucoup de volume hein, pour pouvoir Tu peux vendre. nous dire, la courbe noire, c'est le prix du bitcoin. Oui.
Oui, Et la et courbe, là, la courbe jaune, c'est le wallet, c'est pardon, la quantité de Bitcoin que possèdent les très gros comptes. qu'on D'accord? appelle des Et les très baleines. gros comptes, on voit, ils ont de moins en moins de Bitcoin là, dans cette période justement de montée. Ils ont vendu progressivement et comme ils ont besoin beaucoup de liquidités, eux, ils vendent progressivement. Eux, ils ont l'habitude de travailler sur plusieurs mois, hein. Les mouvements, de 3 jours, ça les intéresse pas du tout, hein. À part là, il y a eu vraiment la grosse débandade. Ça, Et eux, c'était ils quoi? Ça, connaissent. c'était fin 2018, tu te souviens? Tu étais déjà dans les cryptos à ce moment-là? Oui, 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 j'en avais déjà, oui. Ouais, et là, il y a eu la grosse débandade, mais c'est les gros comptes qui ont causé la chute, de fin 2018. D'ailleurs, Chantal, c'était la fin des ICO, la fameuse période des ICO, Initial Coin Offering, où tout le monde parlait que de ça. Il y a eu la fièvre des cryptos par les ICO, en fait. D'ailleurs, ça a créé la naissance de Tezos et la naissance de beaucoup de blockchains qui sont fiables maintenant. Ouais, Elles sont nées en ICO, mais il y en a 95% qui ont échoué. Et ouais. d'ailleurs, ça me fait penser à Sam Bankman, on parlait de FTX, mais tu te souviens que au mois de mai dernier, il y a quelques mois, lui-même rachetait des entreprises en faillite dans le monde de la crypto en imprimant des FTT. Et donc, Je me en souviens, fait, ouais. on reproduit éternellement ce cycle qui est, dès qu'il y a de la confiance, on refait n'importe quoi. On fait Ouais. croire aux gens le miroir aux alouettes, etc. Mais il faut arrêter ça. D'ailleurs, ça, c'est très mauvais pour l'écosystème, pour des gens comme nous. On est des gens sérieux. Nous, on n'explique pas que tout le monde va devenir riche sans rien faire. Ouais. On peut s'enrichir avec les cryptos, mais en travaillant bien, en travaillant sérieusement, en travaillant beaucoup. C'est un projet d'investissement, c'est même un projet de vie, en tout cas pour ce qui nous concerne, toi et moi. Et Ouais. on pense que ça peut changer le monde, mais pour changer le monde, c'est pas en claquant des doigts et c'est pas dans la facilité. Il faut vraiment prendre conscience que on a un pouvoir immense d'ailleurs avec les cryptos et la finance décentralisée vous permet de toucher du doigt ce pouvoir immense qu'on peut avoir. Absolument. Alors, est-ce qu'on attaque avec le PDF? Ouais, ouais, ouais. Let's go. Magnifique. Rappelons Alors que pour c'est ceux un PDF gratuit que vous pouvez tous obtenir en allant voilà, sur le site nftbusiness.tech. très bien, et j'ai mis en 1re ligne dans la description de cette vidéo le lien exact pour arriver au bon endroit. C'est marqué «Abonnez-vous», dans le nom de l'URL. Super. Parfait, parfait. Donc, je vais ouvrir ce magnifique document. Ouais, il est là et je vais partager l'écran juste pour remontrer de quoi il s'agit et où est-ce qu'on en était. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, très bien. Alors, on était à la page 12, donc je le remets en haut, hein, Ouais. pour les nouveaux venus, vous voyez, c'est celui-ci. C'est un document de 22 pages, qui explique plein d'informations sur, la blockchain, les cryptos et surtout la finance décentralisée. Il nous a servi de base pour les, 2 premières, nos 2 premiers lives et maintenant nous en sommes arrivés à la page 12, revenus passifs avec le staking et Ouais. là, franchement, je pense que de notre audience, il y a beaucoup de gens qui apprécieraient beaucoup d'avoir un peu de revenus passifs. Ouais. Donc maintenant, j'arrête le partage et donc les stablecoins, ça tombe bien, c'est de ça qu'on parlait, hein, on était en plein Ouais. dedans. Ouais. Donc maintenant, on va parler de revenus passifs et de stablecoins et Ouais. c'est toi l'expert, je t'écoute. Ouais. On peut peut-être juste, parenthèse, sur ce document, on explore, parce que le mot finance décentralisée peut faire peur, en se disant, j'y connais rien à la finance, encore moins à la décentralisation, je comprends. C'est presque du jargon, finance décentralisée. C'est pour ça qu'on a appelé ça plutôt liberté financière, ou on appelle ça aussi compréhension de l'écosystème finalement. Donc on Mmh. parle du wallet. Le wallet qui est la pierre angulaire, il faut bien comprendre, le wallet, c'est très très important de comprendre ce que c'est. Les gens parfois confondent, parfois les gens qui ont de la crypto, même j'ai eu des apprenants récemment, j'ai fait un workshop wallet, et ils ne savaient pas où était leur crypto, est-ce qu'elle est dans l'ordinateur, dans leur téléphone, chez Binance, sur la blockchain, sur le wallet. Donc en fait, il y a un grand micmac dans tous ces concepts. Donc déjà, on repasse ça en revue. Et puisque tu parles du staking, on peut parler de Binance. Donc justement, pour les tout débutants, Binance, encore lui, propose des formules de staking pour les débutants. C'est-à-dire la possibilité de verrouiller sa crypto pendant, alors soit on décide, soit elle est verrouillée quelques jours, quelques mois. Et alors, avec cette crypto, Binance ou d'autres protocoles vont vous proposer un rendement passif. Donc, ça peut être 2%, 5%, parfois même 8%. Alors, par exemple, sur Binance,
J'ai vu ça encore hier, c'est d'actualité. Si on dépose 2000 USDT, ce qui fait 2000 dollars, ou 2000 BUSD, qui est un autre stablecoin de Binance, dont on vient de parler, alors on peut gagner 8%. Donc par an, quand on dit 8%, ça s'appelle de l'APR, donc c'est annual per revenue, et c'est un revenu annuel. Donc 8%, il faut diviser ça par 12 mois, et on peut mobiliser 2000 euros de BUSD, parce qu'après, au-delà de 2000 euros, ça tombe à 2%. Mais pour vous dire que sur un stablecoin où il n'y a aucune volatilité, donc il n'y a aucun risque, vous pouvez gagner du 8%. Alors sur des petits montants, 2000 euros, mais vous pouvez faire ça sur 2000 BUSD et 2000 USDT. On va montrer ça. J'ai ouvert Binance, j'ai ouvert la page Binance plutôt. Ouais, donc, tu vas m'aider, tu vas me guider pour montrer ça à notre audience, parce que voilà. Donc ici, j'ai mis Binance en français. Si je vais sur le menu Revenus passifs, j'ai le choix entre une dizaine de sous-titres. Donc là, guide-moi. Les 8% dont tu parlais, ils sont où? Non, c'est le deuxième, là, c'est Simple Earn. Parfait. Et là, voilà, ça va montrer. Très bien. Seul. Seul, à mon avis, il faut qu'il l'enlève celui-là. Alors. Non, parce que Sol, c'est très risqué en ce moment. Donc, quand c'est très risqué, il y a un très bon retour. Ouais, mais tu as vu, 16%? 16% pour perdre 80% de la valeur, c'est pas le bon plan. Hein. Non. non, mais ça date d'avant, il l'avait mis avant. Alors maintenant, où est-ce que je vois les USD dont tu parlais? Ah, il y en a, oh là là, il y en a 331 produits. Il y a une sélection par stablecoin. Donc, tout en haut, il y a des menus. Ah, d'accord. Alors, je reviens là. Pardon, j'avais cliqué sur un truc. Donc là, je reviens. Je vais sur Revenus passifs. Voilà. Je vais sur Simple Earn. Et où est-ce que je vois les stablecoins? Ah, mais tu ne t'es pas connecté, donc tu es en visiteur, en visiteuse. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Je veux dire, s'ils en affichent 331, voilà, ça y est. J'ai tapé USDT, puis c'est arrivé. Et j'aurais beaucoup plus confiance dans les BUSD que les USDT, moi. BUSD. Franchement. Et c'est aussi à 8%. C'est pas mal. Et c'est à 8% en plus, tu n'as même pas besoin de le bloquer pour une période. Voilà. Hein. Ouais, tu n'as pas besoin de le bloquer. Donc, à tout moment, tu peux le libérer. Et même si tu as stacké qu'une journée, bah, tu as gagné une journée d'intérêt. OK. Et est-ce qu'il y a moyen de faire de l'auto-compounding? Tu sais, les intérêts, ils les replacent et tu n'as pas besoin de venir cliquer tout le temps? Oui, il propose de l'auto-compound, effectivement, sur ces formules-là, tu peux cliquer renouvellement du compound, effectivement. Ah, génial! Franchement, là, ça devient intéressant. Parce que le compound, surtout, ça dépend si c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Mais le rendement, il est, avec l'auto-compound, c'est magique. Alors, donc là, pour revenir, donc j'arrête le partage et il faut préciser que ça n'est pas décentralisé. Alors voilà, c'est centralisé. Mais il faut le comprendre, il faut savoir que ça existe et ça peut être pareil, ça peut être un premier pas. C'est pour ça que je ne stigmatise beaucoup plus jamais. facile, hein. C'est beaucoup plus facile pour un débutant. Hein. Exactement. Et il ne faut pas stigmatiser les exchanges. Puis Binance, pour le coup, ils ont l'air assez d'avoir des finances saines. Parce que c'est vrai que quand FTX payait des sommes faramineuses pour renommer un stade de football, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient, Binance? Ils rachetaient des technologies, ils investissaient dans la formation du personnel, ils investissaient dans des nouvelles fonctionnalités. Et je pense que Binance se porte mieux que FTX, c'est pas pour rien. Ouais. C'est pour ça, moi, je travaille aussi avec des exchanges centralisés comme Binance ou Kraken ou KuCoin aussi. Bon, bref, on rentre pas. Kraken, ils sont encore plus raisonnables. On leur mettrait une auréole. Ouais. Bah, d'ailleurs, Kraken, il propose pas ce genre de produit. Hein. Tu sais, il y a une banque en ligne SwissQuote qui est spécialisée dans le trading. Et ils acceptent aussi ils font aussi du trading de crypto. Mais à la base, ils étaient Forex, tout ça, enfin, toutes sortes de trading. Hein. SwissQuote. Et ils sont régulés, c'est une vraie banque suisse. Hein, mais en plus, ils sont spécialisés trading. Et j'ai un compte chez eux et j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire comme transfert bancaire. Et au niveau des exchanges, de tous les exchanges dans lesquels j'ai des comptes, le seul qu'ils acceptaient, c'était Kraken. Ah ouais. Oui, c'est vraiment le plus ancien. C'est vraiment 2012 même, je crois, ou 13. Ouais, très, très ancien. Ils ont tissé des liens de confiance avec beaucoup de gens. Et puis, ils étaient régulés, au début, ils étaient régulés à Londres.
Et puis maintenant, et puis ensuite, ils ont été les premiers à obtenir une licence spéciale crypto aux USA dans un État américain. Je me souviens l'événement historique. Non, Kraken, ils sont très très bien. Ouais. Enfin bref, donc voilà, on parlait de faire donc on peut aussi mettre, de la même manière qu'on vient de le montrer sur Binance, on peut aussi faire ce genre de choses sur Kraken. Alors, oui, alors je dirais qu'il y a deux types de stacking. Le mot stacking est déjà employé de manière un peu abusive parce que il y a le fameux stacking pour les blockchains en proof of stake. Donc, Ouais. la fameuse Ethereum, quand elle est passée de proof of work à proof of stake, c'est le fameux merge qui a eu lieu le 15 septembre. Là, il était proposé sur Kraken, d'ailleurs depuis déjà 2 ans, d'aider à stacker. Donc en fait, le stacking, comme l'entendait Kraken à l'époque sur les blockchains, sur la blockchain Ethereum, c'était de faire partie d'un pool de validateurs. Vous le savez maintenant, pour valider les blocs sur Ethereum, il faut, en proof of stake, il faut montrer qu'on possède 24 Ethers d'abord, qui sont verrouillés. Et puis, plus on a d'Ethers verrouillés, et plus on a de chances de valider le bloc, et donc d'obtenir des récompenses et des frais. Et en fait, ce que font les validateurs, ils encouragent les gens à leur donner leurs Ethers dans le coffre, quoi, à verrouiller, pour avoir plus de chances de valider un bloc. C'est Et ça. donc, vous, si vous avez 2 Ethers, vous pouvez donner vos 2 Ethers à ce validateur en disant voilà, je te fais confiance. Et d'ailleurs, il y a toute une liste de validateurs qui sont rankés, qui sont scorés. Toi qui es la spécialiste du scoring, tu dois connaître ça évidemment par Oui, ils cœur. sont surtout scorés en pourcentage de temps de disponibilité. Il faut qu'ils frisent le 100% le plus possible. Tu vois. Ouais. Oui, c'est ça, Et les aussi, serveurs évidemment, de qu'ils fassent jamais rien qui ne corresponde pas aux règles. Sinon, ils peuvent se faire punir, ils peuvent perdre une partie de leur Ethereum. Donc, ils ont un scoring, donc, effectivement. Mais il y a des sites web qui font ce genre de scoring. Au moment où on doit choisir, eh bien, on a le paramètre de la fiabilité et on a le paramètre de combien de pourcentage ils redistribuent. ouais, ouais. Et donc voilà. Et donc ça, c'est la première forme de stacking, c'est aider un validateur à valider un bloc. Donc on l'aide à avoir des Ethers stackés. En revanche, là, ce que propose Binance quand il vous dit c'est du stacking, alors là, c'est plus de la liquidité qu'on amène au protocole. En fait. Donc, quand on verrouille des BUSD, donc du stablecoin Binance, dans Binance pour avoir 8%, c'est pas pour valider des blocs. C'est simplement, ça amène de la liquidité à Binance qui peut plus facilement servir ses clients en BUSD. Et justement, comme tu as montré ce graphique, alors il est génial le graphique que tu as montré parce qu'on a vu que la liquidité des stablecoins est en chute libre sur les marchés, sur les exchanges, sur les plateformes. Et donc, Binance a besoin d'avoir des BUSD un maximum pour servir les clients. Et donc, si moi j'amène, et toi si on amène nos BUSD, Binance, ils sont très contents, ils nous remercient. Ils disent merci parce que j'ai besoin de cette liquidité. Donc, pour vous remercier, je vous récompense avec un annual percentage rate. Voilà, le APR, c'est annual percentage rate, à ne pas confondre avec l'APY, annual percentage yield, qui représente l'APR plus les intérêts composés. Alors, les intérêts Donc, il est composés, toujours beaucoup plus haut. qui est toujours plus haut, ouais. Et Alors, expliquez les intérêts composés. qui imagine qu'on va faire l'effort d'aller tout le temps cliquer au bon moment pour réinvestir les gains, etc. Et si c'est pas automatisé, ben, ce qu'on gagne finalement, ça correspond pas. Donc, l'APY est quand même un peu, on va dire, irréaliste, à moins qu'il soit vraiment automatisé. Ouais, ouais, exactement. Bon, ça, c'est un peu technique, on va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais il faut pas Alors avoir attends, peur de- j'ai dans la marge, je vois dans les commentaires une très bonne remarque de Kija Borgé. Il a fait plusieurs remarques tout à fait pertinentes. Swissborg fonctionne en DAO, donc Swissborg est beaucoup plus décentralisé que les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, où il faut un chef d'entreprise qui décide, etc. Et les entreprises qui fonctionnent en DAO, elles donnent de plus en plus de pouvoir à la communauté qui vote parce qu'elles possèdent le token de gouvernance. Voilà. Ensuite, le CHSB, donc la crypto de Swissborg, en ce moment, elle tient bien. Il y a tout qui descend, mais elle se débrouille bien. Et puis, après, qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait encore un autre truc qui m'a beaucoup plu. Les thématiques de Swissborg pour débutants, c'est top. Alors là, je vais basculer mon écran, présenter, parce que je pense qu'on a beaucoup de débutants. Alors, partagez dans notre audience et que D'ailleurs, il y c'est a du important stacking. de les aider.
Ouais. Voilà. Sur Donc, Swissborg, le stacking est très bien fait. Ouais. ouais, 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 absolument. Alors moi, j'utilise sur le téléphone parce que l'application est sur le téléphone. Et personnellement, c'est vraiment une exception. Autrement, je fais tout sur l'ordinateur. Mais là, je vois qu'on a investir, tu vois, on a faire fructifier, obtenir un revenu passif. Il y a aussi investir smart. Et on a aussi ici apprendre. Donc, il y a une académie. Ouais. Voilà, alors j'accepte les cookies, voilà. Et ils ont, tu vois, là, et ils ont, c'est indiqué, est-ce que c'est accessible aux débutants? Et, tu vois, ils ont différents, là c'est intermédiaire. Donc ils ont des articles Ouais. faciles à comprendre. Ouais. Et justement, je pense que d'aller voir ici pour le revenu passif, quelqu'un qui serait vraiment débutant, qui veut venir lire ce qui est inscrit dans cette page, je pense qu'il va se former gratuitement, voir ce qui est possible et peut-être il va être intéressé par les prestations de Swissborg. Voilà, donc j'arrête le partage et je suis contente d'avoir pu montrer ça parce que j'ai beaucoup d'estime pour Swissborg. Je les suis depuis leur lancement, hein. Ouais. Ouais, moi aussi, Je les avais rencontrés avant leur ICO. Et j'avais rencontré 2 personnes de l'équipe avec qui on avait bien discuté à la fin d'un meet-up. Et ensuite, je les ai suivis dans leur ICO, je les ai suivis au fil des années. J'ai vu que même pendant le bear market, ils étaient discrets, ils travaillaient dans l'ombre, mais ils développaient des fonctionnalités. Ils sortaient des articles aussi, même à cette époque-là, pour former les gens. Et ensuite, ils ont bien performé, hein. Et c'est une entreprise qui est là depuis vraiment longtemps. Et elle est solide, hein. Ouais, depuis combien de temps? Tu connais la date de création de Swissborg? La date de création, je connais pas, mais moi, je les ai connus fin 2017 et l'ICO était début 2018. Ouais, c'est ça. C'est la grande vague des ICO, la grande période des Ouais, ICO. mais ça, c'est une ICO qui est saine, dans le sens qu'ils ont vraiment bien utilisé l'argent. Oui, ouais, bien sûr. Oui, mais Et les heureusement, nouvelles, en il y a fait, des les gens nouvelles sérieux. qu'on appelle VC chain, hein, comme Solana ou les fameuses VC chain qui sont bourrées de capital risque, qui tiennent les manettes et qui possèdent énormément de tokens qu'ils ont achetés à très très bas prix et ils comptent sur les gens comme nous pour les racheter beaucoup plus cher. Tandis que les cryptos qui datent d'avant ou alors celles qui ne sont pas des VC chain, eh bien, elles ont des finances beaucoup plus saines et une répartition beaucoup plus décentralisée, tu vois. Ouais. Sur la DAO de Swissborg, c'est une bonne remarque. J'ai vu, je savais qu'ils étaient en expérimentation DAO parce que je sais que la DAO peut faire des propositions pour Swissborg. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient adoptées. C'est-à-dire, par exemple, proposer d'accueillir un nouveau token, proposer de changer les rendements, changer le stacking, etc. Donc ça, effectivement, la communauté peut s'impliquer, mais je serais curieux de savoir quel est le degré de décentralisation de la DAO. Parce que tu sais que la DAO, bon, pour les gens, on peut moduler sa DAO comme on veut, hein. On peut dire que pour voter, il faut tant de participation, il faut tant de majorité, il faut tant de quorum, etc. On peut aussi avoir une DAO qui est à moitié décentralisée, mais en tout cas, l'effort est vraiment réel de la part de Swissborg de quitter ce modèle architectural comme ça, pyramidal, on va dire, et presque dictatorial. Enfin, on voit Binance ou ce qu'était FTX, on voit que c'était vraiment géré par des entrepreneurs charismatiques et omniprésents, en fait. Alors, Ouais. Swissborg, on peut aborder quelque chose d'intéressant chez Swissborg, c'est le fameux token CHSB, qui est le token natif du projet Swissborg. Donc, chaque plateforme a son token. On le voit pour FTX, le token natif de la plateforme, c'était le FTT, mais pour le Binance, c'est le BNB. Pour Swissborg, c'est CHSB. Et alors, on peut avoir donc des revenus passifs, non pas en crypto-monnaie classique, mais en token natif de la plateforme ou du protocole. C'est le cas, logiquement, maintenant, de quasiment tous les protocoles de DeFi, de finances décentralisées, vous disent, vous aurez 10%, une partie en token classique que vous connaissez, et une autre partie, vous aurez aussi des tokens de chez nous, en fait. Ouais. Et alors, après, les tokens de chez nous, entre guillemets, ça crée une dilution qui provoque des ventes parce qu'ils distribuent leurs tokens. Leurs tokens ensuite sont dans les mains de mains faibles qui vont vendre pour récupérer le bénéfice et du coup, ça fait baisser le prix du token. Donc, les cryptos qui vivent ça bien,
sont celles qui redistribuent une partie des bénéfices, un pourcentage des bénéfices, et comme ça ne crée pas de dilution supplémentaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et en fait, il faut calculer le real yield, qu'est-ce qui rentre réellement, qu'est-ce qui est redistribué réellement. Et bon, c'est un calcul en tokenomics, il faut connaître, mais quand on connaît, c'est pas compliqué, c'est assez logique. D'ailleurs, ils nous incitent à stacker les tokens natifs du protocole. Ils nous disent aussi, si maintenant, alors vous gagnez des tokens du protocole, et ils vous encouragent à les stacker, donc à les locker dans des smart contracts, donc dans des protocoles DeFi, pour qu'ils restent encore plus longtemps verrouillés, quoi, en fait, qu'ils ne soient pas vendus, pour garder la stabilité du prix. Et en plus, ces tokens-là sont des tokens dits de gouvernance qui vous permettent de voter ou de faire des propositions pour améliorer le protocole. Donc, en fait, ils font tout pour à la fois vous dire, vous gagnez des revenus, mais surtout ne les dépensez pas parce que vous allez voir, ça va être très utile pour la suite. Ce qui est assez malin d'ailleurs, c'est une logique d'entreprise pour dire, intéressez-vous à notre projet et restez longtemps dans le projet, en fait. Et je vois une discussion assez rigolo dans le chat. D'accord. Alors, il y en a un qui dit: «Chantal, ta promo Swissborg est à gerber, je suis déçue». Alors voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a passé une mauvaise journée. Mais en fait, alors j'en profite pour préciser que je n'ai aucun lien Non. business actuellement avec Swissborg, ni dans le passé. Je serais ravie d'en avoir un dans le futur, mais que vraiment, je suis sincèrement, j'ai beaucoup d'estime pour Swissborg, sincèrement, parce que je les ai suivis pendant longtemps et que je connais les paramètres et je suis allée les voir dans leur bureau il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi et j'ai adoré la discussion. Ils sont vraiment compétents. Donc voilà. Et puis ensuite. J'avais pas vu tous les commentaires. Il y a des choses, oui, des gens qui sont un peu énervés, je vois, mais il y a des choses. Non, il y en a un seul. Il y en a un seul. Les autres sont tout à fait corrects. Bah alors, je vois parce que 10 000 euros. Alors, on ne met pas 10 000 euros en crypto-monnaie comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est Si, à moins vraiment... qu'on ait quelques millions Ah oui. et qu'on veut se diversifier. Oui. Mais sinon, on fait ça prudemment et puis on peut faire du DCA. Combien de fois on vous dit, allez-y, mollo, faites ça progressivement. Bad Boy me demande, et Bybit, moi je fais du Bybit, mais Bybit n'a rien à voir. C'est une plateforme à levier, c'est pour faire du crédit. Casse-gueule, hein. Il y a beaucoup de gens qui se font liquider, qui perdent leur capital sur Bybit. On se fait toujours liquider sur Bybit. C'est comme au casino. À la fin, c'est le casino qui gagne. Toujours. Bon, il y a des gens qui font, je connais quelqu'un qui avait gagné beaucoup de bitcoin sur Bybit, mais il avait passé quasiment une année à plusieurs heures par jour à bien comprendre le fonctionnement avant de se lancer et à être efficace. Ouais. Donc en fait, c'est un métier, ça s'appelle trader. C'est un métier. Donc on fait ça 12 heures par jour. On se lève à 5 heures du matin pour voir l'ouverture de la bourse à Hong Kong. On se couche pour connaître la fermeture de la bourse à Tokyo. C'est un vrai métier. Et d'ailleurs, il y a des fils d'information comme Bloomberg qui vous donnent de l'information économique sur les cryptos toute la journée. Et donc, quand on a à la minute près, parce qu'évidemment, quand on sait à l'avance que Binance va par exemple racheter FTX, si on le sait avant tout le monde, alors on parie, on se met long sur le token et alors on est gagnant. Mais en général, quand l'information nous arrive par Twitter, c'est déjà trop tard. Toute la planète est au courant et c'est déjà trop tard. Et en plus, c'est manipulé. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sur Bybit, c'est très intéressant. Donc, quand tu fais un contrat long, donc tu paries sur la hausse, par exemple, et ben, tous les whales, donc tous les professionnels de la finance, savent très bien que tu as fait un pari sur la hausse. Et la seule pépite du monde qui n'a pas fait, c'est Chantal. Oh, trop chou, merci beaucoup. C'est Two Time qui a écrit ça. Ouais, alors donc sur Bybit, je dis c'est manipulé parce que en fait d'un seul coup tu vois que les prix du Bitcoin ou de l'Ether, des grosses cryptos, font parfois des petits décrochages comme ça, instantanés. Et en fait ces décrochages, c'est pour liquider tous les gens sur Bybit en fait. Moi j'appelle ça chevelu. Alors là je vais donner une astuce à notre audience. Lorsque je veux acheter une crypto, très bon marché. Bah, évidemment, une crypto en qui j'ai confiance, que je sais qu'elle va bien rebondir lors de la prochaine bulle, etc. Et je veux en acheter à un prix super bas. Je vais mettre un ordre que j'appelle irréaliste. Et bon, après, j'ai des outils pour pas bloquer du capital. D'ailleurs, je viens de sortir un atelier à ce sujet. Mais imaginons que vraiment, je suis un utilisateur lambda qui est sur Binance ou Kraken ou comme ça, et je veux acheter une crypto, mais moins cher que le prix actuel, mais carrément beaucoup moins cher. Donc, j'ouvre plusieurs
En fait, il faudrait que je montre un exemple. Il Ouais. faudrait que je montre un exemple, en ligne. Bon là, on sort un peu de la DeFi, hein, mais je pense que ça vaut la peine, hein. Ça va être sympa, Non, je on pense. est dans l'écosystème, c'est ça qui compte. Ouais, 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 tout à fait. Alors, imaginons que je prends, je sais pas, Aavegotchi. Voilà, j'aime beaucoup faire mes ex je sais pas pourquoi, je fais toujours des exemples sur Aavegotchi. Voilà, je vais passer en partage d'écran, présenter. Je vais faire une petite démo. Moi, j'appelle ça des chevelus. Alors, tac, je passe ici. Alors, je suis sur Aavegotchi. Je vais sur, l'onglet Market. Je vois plein d'endroits où je peux en acheter. Alors, je classe par, le pourcentage qui va faire descendre le prix de 2. Ça veut dire que sur Binance, sur la paire GHST/USDT, si quelqu'un met un ordre à, presque 800 000 non pardon, ici 221 000 il va faire descendre le prix de 2. Par contre, si c'est sur, je sais pas, allez, prenons au bol, la token, sur cette paire-là, eh bien, il faudra seulement 303 pour faire descendre le prix de 2. Et donc, à cet endroit-là, eh bien, je risque d'avoir, à un moment donné, une très belle mèche de bougie, c'est-à-dire le prix qui descend rapidement et qui remonte rapidement. Il va vider le carnet d'ordre, hein. Ouais. Alors, je classe par moins 2 les plus petits en haut. Je me dis, oh là là, non, ça c'est Ah, il y a du Kraken. Voilà, typiquement du Kraken. J'ai totale confiance en Kraken. Mais des fois, il y a des paires qui ont peu de liquidité. Alors, si je me dis, par exemple, contre Bitcoin ou contre euro, alors je fais contrôle avec ma main gauche, je fais clic avec la main droite sur ces deux-là. Et je vais regarder si la courbe est chevelue. Ah, je m'amuse bien. Alors, ici, je vais mettre par jour. Voilà, donc ici, on voit un J, ça veut dire que c'est par jour. Je vais, avec la molette de ma souris, je vais rapetisser ça pour voir si c'est chevelu. Voilà. Et l'idée, c'est de voir si sous les bougies, des fois, ici, vous voyez cette mèche de bougie ici, ça c'est chevelu, mais c'est pas assez chevelu à mon goût. Non, 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 pas assez. Voilà, il y avait une période peut-être un peu plus. Non, 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 c'est pas assez chevelu. Allons voir la suivante. Voilà, je fais pareil. Ouh, regardez la belle mèche qui est là. Voilà, ça, c'est le genre de choses que je recherche. Ça veut dire que, et là aussi, regardez, vers le haut et vers le bas, pour acheter et pour vendre. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment peu de volume sur cette paire-là, alors que pourtant, c'est sur une plateforme sur laquelle j'ai toute confiance. Mais il y a suffisamment peu de volume pour des fois pouvoir avoir des ordres qui s'exécutent de manière vraiment intéressante. Voilà, j'arrête le partage. Et donc, ça veut dire que si je mets un ordre à cet endroit-là, je mets un ordre pour acheter, je sais pas moi, je vais acheter du Aavegotchi à un prix largement inférieur, la moitié du prix actuel. Je laisse traîner mon ordre. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va se réaliser, peut-être pas. Ce sera contre, c'était quoi celui-là? C'était contre Bitcoin. Et j'ai du Bitcoin qui est posé là. Ça ne me dérange pas. De toute façon, je voulais garder du Bitcoin, alors autant qu'il soit dans un ordre. Bon, c'est pas bien de garder des cryptos sur un exchange, surtout ces temps-ci. Mais si c'est coincé dans un ordre, moi, je laisse des sous sur les exchanges à condition qu'ils soient à 10 sur 10 sur coingecko.com, le trust score. Mais bon, c'est la galère de penser que FTX était à 10 sur 10. C'est vrai, sérieux? Il était, je te jure, il était. Donc, moi qui ai enseigné ça à mes apprenants, il va falloir que je leur montre des choses un peu plus sophistiquées. D'ailleurs, que je peux montrer maintenant d'ailleurs, hein. Il y avait un truc que je voulais montrer, là j'ai Ouais, ouvert mais la alors page. Chantal, ça pose la question de la confiance qu'on accorde à CoinGecko et à CoinMarketCap. Ouais, c'est surtout la preuve des fonds. La preuve des fonds, si elle est fournie par un auditeur qui est véreux, eh ben, ça va pas le faire. Mais heureusement, il y a un autre paramètre qui serait intéressant. Attends, je vais repartager, je vais montrer ça. J'ai pensé à Partager. triple A, tu sais, chez Moody's, là, tu sais, dans le monde de la finance traditionnelle, il y a des notations double A, triple A, etc. Et ben, à l'époque de 2008, de la Ouais, crise financière des subprimes, ben, tous ouais. les fonds pourris étaient triple A, en fait, parce que tout Oui, tu as était. raison. Parce que l'organisme qui donnait les triple A, en fait, il y en avait 2, il y en avait plusieurs en concurrence Il y avait et Moody's. il disait: «Si on met autre chose que triple A, et ben, on perd nos clients, ils vont aller C'est chez ça, l'autre». c'est Oh, ça, c'est dingue, exactement. c'est pourri. Enfin bref, non, c'est très intéressant. Donc là, par exemple, on va en haut sur exchange, on clique sur le nombre d'exchanges qui existent.
609 actuellement qui sont référencés sur CoinGecko. Ou bien alors, on peut taper le nom ici dans la barre de recherche, Binance. Et là, on le voit apparaître dans crypto-monnaie, NFT, catégorie Exchange. On le voit ici, il y a une catégorie Exchange et on clique là. Et ensuite, on clique sur l'onglet Trust Score qui est ici. Et on arrive sur cette page-là. Donc moi, si je laisse des sous, évidemment, je préférais les mettre sur un indice de confiance à 10 sur 10. Sinon, je sais que je prends un risque de perdre mon capital. Alors là maintenant, ce qui nous intéresse dans la situation qu'on vit actuellement avec la chute de FTT, c'est la rubrique Proof of Fund, la preuve des fonds. Mais chez FTT, elle était cochée. Donc c'est peut-être le problème de l'audit dont on parlait à l'instant. Par contre, si on regarde Trading Pair Total Trust Score, ça, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus automatisé. Et là, je vois qu'il est vert pour Binance, il est majoritairement vert pour Kraken. Ça veut dire que je pense que c'est ce qui est visible dans la blockchain, en fait, qu'on peut automatiser. Et là, pour FTT, il est rouge. Mais ça vient d'arriver. Hein. Ils ont enlevé le Trust Score, tu as vu, ils ont mis une annonce ici et ils ont mis le Trust Score NA. Ils ont enlevé le chiffre. Ouais. Mais si on calcule, il était à 9. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il était à 9. Voilà. Mais je voulais montrer, en fait, ceci, la ligne verte et puis la coche preuve des fonds. Et puis alors, si on va dans la liste des exchanges et qu'on va sur des petits exchanges qui ont un trust score, je ne sais pas, à 3 ou 4, hein, il suffit de descendre suffisamment. Hein. Après, il y a plusieurs pages. Voilà, je vais en page, je sais pas, mettons que je vais en page 3. Alors, il y a beaucoup de pays, hein. Il y a des exchanges dans des tout petits pays, des exchanges très confidentiels. Ouais. Absolument. Alors celui-là, par exemple, voilà, là, les décentralisés, malheureusement, ils n'ont pas de trust score. Mais celui-là, j'en ai trouvé un que je ne connais pas, qui est décentralisé. Donc si je clique, normalement, trust score, on va voir pourquoi ils ont seulement 5 points. Et là, ils ont pas la preuve des fonds. Tu vois, c'est tout vide là. Voilà. Donc, voilà, j'arrête le partage. J'étais ravie de pouvoir montrer ça à notre audience de manière à ce qu'ils se méfient. Il faudrait que je fasse un short, un de ces trucs, tu sais, short, les nouveaux formats. J'ai jamais fait ça sur YouTube. Un truc très court pour dire, regardez à cet endroit-là. Laissez pas des sous sur les exchanges, mais si vraiment vous laissez, regardez à cet endroit-là. Ouais. Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Il y a plein de choses. Il y a l'idée des paires. Donc, tout marche par paire, effectivement, même dans la finance. Même quand on dit l'euro par rapport au dollar, on calcule toujours l'euro. D'ailleurs, vous entendez, en ce moment, l'euro a perdu 20% par rapport au dollar, mais par rapport à la livre sterling, on n'en sait rien, par rapport au dollar canadien. En fait, ça marche toujours par paire. Ouais. Et c'est bien tout le principe de la DeFi, en fait, c'est d'apporter de la liquidité sur des paires entre deux crypto-monnaies pour que les gens puissent échanger, faire des swaps de crypto-monnaies. Parce que la base de la finance, c'est l'échange d'argent, en fait. Il faut que ça circule, en fait, tout simplement. Et c'est quand ça circule que ça crée de la valeur, enfin, en tout cas en termes de finance. Et c'est plus ça circule et plus il y a des offres financières d'emprunts, de crédits qui vont se mettre en place. Et donc, tout marche par les pools de liquidité. Je te propose là, je vois que ça fait déjà presque 1 heure. On abordera ça, si tu veux, la prochaine fois. Oui, les pools de liquidité volontiers. Là, on était sur le PDF, on était sur la page revenus passifs avec le staking et puis les stablecoins. Et donc, j'ai une question pour toi, le spécialiste. C'est, est-ce qu'il est possible de rester maître de la clé privée, mais d'avoir quand même un revenu passif sur des stablecoins? Ah oui, bien sûr. Donc, alors, il faut aller sur des protocoles véritablement décentralisés, comme il y a Curve, par exemple, qui est un protocole parfait pour stacker, enfin pour obtenir des rendements avec des stablecoins. Ça a été fait pour ça. Et donc là, vous êtes avec votre MetaMask. Alors, il faut que le stablecoin soit dans votre MetaMask, en tout cas dans votre wallet, dans votre hot wallet, mais le mieux, c'est MetaMask pour ça, parce que c'est toujours l'environnement Ethereum ou Polygon maintenant. On va parler de Polygon beaucoup. Mais votre MetaMask, l'argent est dans votre MetaMask, donc il est vraiment sous votre responsabilité unique. Donc, faites attention à votre MetaMask, faites attention à votre ordinateur, que personne puisse s'en saisir, etc. Donc, vous êtes vraiment maître de ça. Et votre MetaMask se connecte au protocole DeFi, donc au smart contract. Il interagit avec le smart contract et vous placez vos cryptos dans le smart contract, qui est ce petit bout de logiciel qui tourne sur la blockchain. Et là, comme tu dis, on est en direct avec le revenu passif.
Et le revenu passif, il est donné non pas par des gens, il est donné par des algorithmes mathématiques qui vont vous dire, j'ai pris votre token, mais je vais vous en donner d'autres, suivant 3%, 8%, 15%, ça dépend. Tout ça est fait de manière totalement automatique et algorithmique. Ouais, ouais, ouais. Il y a Baltigo qui parle de Bifi. Bifi est vraiment très, très intéressant. Ouais. Et c'est marrant la coïncidence parce que je vois Tactique qui parle de Bug Finance que j'utilise. Hein, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et je viens de mettre en distribution un atelier où je montre comment mettre un ordre en avance sans bloquer du capital. Donc, c'est le truc chevelu que je montrais tout à l'heure. Mais on peut faire ça aussi en finance décentralisée. Et là, il y a la moitié de l'atelier, c'est sur un outil, l'autre moitié, c'est sur un autre outil. Et justement, il y a une moitié qui est sur Bugged Finance. Ça veut dire que tu gardes tes fonds dans ta clé Ledger ou ton MetaMask ou n'importe quoi de décentralisé. Tu mets un ordre grâce à Bugged Finance. Tu le signes, mais il n'est pas envoyé. Et les fonds restent sur ta clé, enfin chez toi. Et tu mets l'ordre irréaliste et ça ne te bloque pas de capital. Tu as juste besoin, par exemple, sur la même poche je sais pas, imaginons que j'ai 1000 dollars, 1000 BUSD sur mon MetaMask ou plutôt ma clé Ledger sur un compte BNB, ok. Je veux acheter l'exemple, justement, j'ai donné l'exemple dans cet atelier et justement, j'ai pris une des cryptos que je présentais, c'était Bifi. Donc, je veux acheter du Bifi, mais à moitié prix du prix actuel. Donc, enfin, du prix qui était actuel au moment où j'ai tourné l'atelier. Et du coup, je donne l'ordre, très bas prix. Et puis, je mets plusieurs ordres pour acheter du Bifi à différents prix. Je mets aussi un ordre pour acheter un autre truc et encore un autre truc et je sais pas, un peu de BNB, voilà, différentes choses à des prix très bas. Et j'ai mis, par exemple, 9 ordres qui pointent tous sur les mêmes 1000 dollars. Je n'ai pas eu besoin de bloquer 9000 dollars. Et je peux faire un défi, je peux mettre tout ce que je veux. Alors, dans l'atelier, je montre que je crois que j'ai mis 9 ordres à un endroit où il y a 9 ordres de 1000 dollars à un endroit où il y avait 3000. Donc, le titre de l'atelier, c'est tripler ces ordres. Voilà. Et sans bloquer du capital. Et c'est marrant parce que là, justement, dans la marge, on a Bifi et Bugged. Et justement, il y a ça dans l'atelier qui est sorti aujourd'hui. Il a été mis en distribution aujourd'hui. Donc, c'est marrant la coïncidence. Et ce sont des remarques très pertinentes. Merci Tactique. Merci Baltigo Marketing. Donc, c'est ça. Puis Bifi, on en parlera parce que c'est un agrégateur de yield. Et en fait, le yield, c'est la façon dont les LP tokens, alors dès qu'on dépose de la liquidité, on reçoit une preuve de dépôt. C'est un peu comme, je sais pas, quand on dépose, je sais pas, dans une administration, vous avez un tampon de l'administration qui dit vous avez déposé le dossier, voilà, vous avez le tampon. Et ben, ce petit tampon, ça s'appelle un Liquidity Provider Token, un LP token, qui prouve que vous avez déposé de la liquidité. Et figurez-vous qu'après, avec cette preuve, on peut aller encore générer des rendements passifs. C'est ça le truc assez fou avec la DeFi. Donc, c'est les fameux Lego successifs qu'on empile et on empile à chaque fois les rendements passifs à chaque fois qu'on empile un Lego supplémentaire. Mais bon, ça, on peut en parler la prochaine fois volontiers. Alors, je vois dans les commentaires, tout le monde est en train d'annoncer que Binance se retire du deal avec FTX. Ouais, et c'est tout à fait vrai. En fait, moi, j'ai eu l'info déjà juste avant 17h. Donc, moi, j'ai eu l'info. Ouais, c'est pas mal. J'ai eu l'info 5 heures en avant grâce à Token Metrics. Dans le groupe privé Token Metrics, Yann Malina, il nous donne des infos. Mais alors, quand lui, il met une info, moi, immédiatement focus. C'est vraiment chouette d'être membre Token Metrics, enfin d'être membre premium. Ça fait depuis des années. Moi, je les suis depuis le début. Ça me rend tellement service. Yes. Bon, alors voilà, je crois que c'est. Alors moi, j'aime bien la remarque de Kija Borger qui parle du Chili's à la Coupe du Monde parce qu'effectivement, moi, j'adore Chili's. J'en ai du Chili's. Et Chili's, c'est des fan tokens qui marchent très fort dans le foot. Évidemment, il y a le club, il y a le PSG, il y a le Portugal, il y a plein de pays de la Coupe du Monde qui ont leurs tokens. Et on peut finalement miser sur des tokens selon les équipes qui vont gagner la Coupe du Monde ou qui vont performer à cette Coupe du Monde tant décriée, mais qui est quand même une Coupe du Monde. En tout cas, Chili's, c'est un beau token. Moi, j'aime beaucoup Chili's. Génial. Alors, écoute, là, on a fait, je suis en train de regarder le PDF. On a fait la page 12, revenus passifs avec le staking, les stablecoins. On a aussi beaucoup parlé des exchanges centralisés et décentralisés. Donc, ça fait la page 13. Et je pense qu'on en est à la page 14. Donc, les prochains titres, ce sera
Revenu passif avec le lending et le borrowing. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de RAV. Ah Tu es oui. d'accord? Et puis les actifs fractionnés. Donc là, la page 14, elle va être passionnante aussi. Parce que nous, en tant que particuliers, on peut prêter des sous sans passer par l'intermédiaire d'une banque. Hein, et on peut emprunter des sous aussi si on met quelque chose en collatéral. Et ça peut se faire de manière décentralisée. Hein. Trustless, c'est-à-dire on a besoin de faire confiance à personne parce que code is law, le code, c'est la loi. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine. En tant que particulier, on peut prêter, emprunter et on peut aussi se faire un revenu passif avec ça. Ça te va, Benjamin? On gagne même, quand on emprunte de l'argent, on gagne même des revenus passifs en empruntant de l'argent. C'est comme Ça, si c'est quand même avant, des cas exceptionnels, mais c'est vrai que ça existe, on en a vu, ouais. ça existe. Ouais. On va se régaler en tout Ok. cas. Ouais, magnifique. Merci, Benjamin. À tout bientôt. À bientôt Chantal, à bientôt. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.